à Pacific Pêche Saint-Jean-de-Vélas. Je suis Christophe, le responsable du magasin. J'accueille aujourd'hui l'équipe Garmin, Fred et Brian, qui vont nous parler de notre gamme de Striker et EcoMap que nous nous sommes mis à distribuer. Eh ben, écoute, d'abord, on est ravis d'être là et de répondre à votre demande, ce qui va nous offrir l'opportunité de montrer un petit peu tout ce que ces appareils et tout ce que ces gammes d'appareils sont capables de faire. On va essayer de voir à quel type de clientèle elles sont destinées, et puis de regarder un petit peu toutes les technologies, hein. Il y a quand même pas mal de choses à voir. Tout à fait. Alors, on va commencer peut-être par la gamme Striker. Donc, la gamme Striker, ce sont des gammes qui vont pour ici de 5 pouces et 7 pouces, qui sont des appareils qui sont plutôt destinés à des gens qui sont des primo-accédants, qui ont un flotte tube, un petit bateau, une petite barque, et qui veulent véritablement découvrir l'environnement Garmin pour avoir un bon sondeur, un petit GPS. On verra un petit peu quelles sont les caractéristiques de ces appareils-là. Mais globalement, on va être capable d'aller voir notre profil de fond, de voir les poissons évidemment, mais pas que. On va pouvoir marquer un waypoint, revenir dans son historique pour pouvoir pêcher une souche, un endroit bien précis où on a trouvé les carnassiers. Donc ce sont des appareils qui sont des appareils d'entrée de gamme, mais ce ne sont pas des bas de gamme, hein. Ce sont vraiment des appareils qui ont déjà de la technologie, qui apportent déjà de la technologie. En termes de technologie, ce qu'on va retrouver sur ces appareils-là, bien entendu, c'est le sondeur traditionnel, hein, le sondeur traditionnel qui est destiné à voir le poisson. Et moi, j'insiste beaucoup dans mes formations. Pas se tromper, hein, quand on veut voir le poisson, on peut utiliser plein de technologies, mais la technologie la plus efficiente et la plus utile, c'est le sondeur traditionnel. C'est celle-là qui va nous dire quelle est la taille du poisson, si véritablement il est actif, et surtout quelle est sa taille. Est-ce que c'est un petit, un moyen, un gros poisson? Voilà. Avec les autres technologies, on va les voir, mais on sera moins à même de dire est-ce que c'est un petit, un moyen ou un gros poisson. Donc on a le sondeur traditionnel, et sur la gamme de ces appareils-là, on a également une autre technologie qu'on appelle le ClearView. ClearView, je pense que ça porte bien son nom. Ça permet de mieux comprendre son environnement. C'est-à-dire le sondeur traditionnel, le poisson, le ClearView, l'environnement, la nature de fond. Si on passe sur une tête de roche, si on passe sur une branche, si on passe sur un relief, un rocher, il va être vraiment bien dessiné. Si on passe sur de la végétation, on verra toute la végétation qui va avoir une très très belle image. Pourquoi? Parce qu'on va travailler sur des fréquences qui sont un petit peu différentes, des fréquences plus hautes. Et en fait, le vrai secret, c'est plus on monte en fréquence, meilleure est la qualité de l'image et plus c'est facile à interpréter. D'accord. On est plus sur une mise en avant du relief. On est plus sur une mise en avant du relief. Alors bien sûr, il y a un sondeur, bien sûr, il y a un GPS, mais il n'y a pas de cartographie physique. On ne peut pas mettre une cartographie physique dans la gamme Striker. C'est la limite qu'on va avoir, et c'est pour ça que des gens qui veulent faire une pêche un petit peu plus évoluée, et bien connaître leur environnement cartographique cette fois-ci, ils passeront plutôt sur la gamme EcoMap, alors que la gamme Striker, c'est plutôt une pêche de bordure, hein. On voit le bord, on est capable de prendre un alignement. Le gars qui fait du kayak, le gars qui fait du flotte ou le gars qui fait de la petite barque, ça lui suffira amplement. Et le GPS va lui servir à quoi? À deux choses. Quand il voit un poisson sur son sondeur, il va être capable, ou une tête de roche, quelque chose de bien particulier sur lequel il va vouloir revenir, il va servir de son curseur, il va amener le curseur pile à l'endroit où il a vu soit sa détection, soit sa tête de roche, et il va marquer un point. Et le GPS va servir à marquer des waypoints. Et à partir du moment où le waypoint est mis sur l'appareil, même si la carte elle est vierge, il pourra revenir dessus pour pouvoir exploiter son spot. D'accord. Donc, aujourd'hui, ce genre d'appareil enregistre beaucoup de waypoints. Combien tu as 5000 waypoints. Oui. Enfin, avant de mettre 5000 waypoints, moi, dans mon expérience de pêche, et ça fait quelques années que je pêche, je dois avoir 6 ou 7 000 waypoints. Donc ça m'oblige à faire des trucs un petit peu particuliers. Mais bon, c'est pas le cas de la plupart des pêcheurs. Et voilà. Quand tu parles de la technologie GPS qui est intégrée dans la gamme des Strikers, quel est l'atout, quel est l'intérêt d'avoir un GPS intégré dans la gamme des Strikers? Alors il y a deux intérêts. Il y a vraiment déjà marquer un waypoint, mais il y a surtout pouvoir faire ce qu'on appelle de la bathymétrie. C'est-à-dire que même si on n'a pas de carte physique avec beaucoup de détails, on va pouvoir créer sa propre cartographie. Comment? Eh bien, on a un logiciel qui est intégré dans le soft des appareils qui s'appelle le Quick Draw Contour.
Quick Draw, ça veut dire du dessin rapide, hein. On n'a rien inventé. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? Le GPS va prendre une position, une profondeur, une autre position, une autre profondeur, une troisième position, une profondeur, en fonction du déplacement. Et il va essayer de reconstruire des lignes de bathymétrie, des lignes de sonde. Et donc, on va avoir exactement comme une cartographie physique qui va se créer nous-mêmes, mais c'est de la véritable bathymétrie. C'est nous qui l'avons fait. Et ça, c'est hyper intéressant pour les gens qui vont tout le temps pêcher dans les mêmes plans d'eau, parce que finalement, au bout d'une dizaine, une quinzaine de passages sur un plan d'eau, finalement, ils auront exactement leur profil de fond. Ils sauront où est le lit de la rivière si c'est en rivière, ils sauront où sont les souches s'il y a des souches, des roches s'il y a des roches, etc. etc. Pour le pêcheur en flotte qui est plutôt mobile, qui va aller dans des plans d'eau qu'il ne connaît pas forcément, est-ce qu'il y a des possibilités grâce au Quick Draw ou Alors, on est figé? Non, on n'est pas figé. On n'est pas figé. On a une possibilité à partir des écrans 7 pouces, parce que les 7 pouces ont du Wi-Fi. Donc un écran de 5 pouces, il n'a pas de Wi-Fi, on va faire notre propre bathymétrie et on sera figé dans cette configuration-là. Par contre, à partir du moment où on a un 7 pouces, on a une application gratuite chez Garmin qui s'appelle Active Captain. Hein, qui s'appelle Active Captain. Voilà. Et sur cette application-là, on va pouvoir aller... alors, on a d'abord tous les types de cartographie qu'on a, mais surtout, on va pouvoir aller télécharger des cartes depuis la communauté Quick Draw. Donc, ce sont des gens qui ont fait des données d'acquisition de bathymétrie, qui ont partagé leurs données. Et donc, quand on va aller télécharger depuis la communauté Quick Draw, on va afficher la zone de carte sur laquelle on est. Bon, là, évidemment, ça passe quand même moyennement à l'intérieur du magasin, mais simplement savoir qu'il suffira de cliquer sur l'écran, de sélectionner une zone sur laquelle on arrive pendant nos vacances, et tous les gens qui ont déjà fait de la bathymétrie, on va pouvoir la télécharger sur notre appareil, et en la synchronisant avec l'appareil, on va avoir toutes les bases d'acquisition de bathymétrie qui vont apparaître sur notre appareil. Ça, les gens qui font partie des communautés de pêcheurs en flotte tube, en kayak, ils sont hyper friands de ça. Pour ça qu'ils choisissent Garmin aussi, c'est parce qu'ils peuvent se partager leurs données de bathymétrie. Voilà, il y en a un, il a été sur un plan d'eau à 50 km d'ici, tout le monde arrive sur ce plan d'eau, tout le monde partage la bathymétrie et tout le monde l'a, et ils gagnent du temps et comme ça ils vont à la pêche. Donc ça, voilà ce qu'on va être capable de faire avec ces appareils-là. Alors là, les deux technologies dont on a parlé, la technologie sondeur traditionnel et Clearview, ce sont des appareils qui sont disponibles sur les gammes Striker CV. CV comme Clearview. S'il y a du Clearview, il y a forcément du sondeur traditionnel. On a également une deuxième gamme d'appareils qui sont les modèles SV. SV, ça veut dire Side View. Ça veut dire qu'on va être capable d'aller voir sur les côtés. Et l'intérêt de cette technologie et de ces appareils Side, c'est que ça va permettre, notamment aux pêcheurs de carnassiers ou même aux pêcheurs, aux carpistes, de se déplacer tranquillement sur le plan d'eau et d'aller voir si à 20 mètres sur le côté du bateau ou 30 mètres sur le côté du bateau, il n'y a pas une souche qu'on n'aurait évidemment jamais vue si on était passé en vertical. Voilà. Donc le side, c'est une technologie de prospection qui va permettre de trouver des structures, des enrochements, des cassures qu'on aurait trouvées avec le sondeur traditionnel, mais il aurait fallu se déplacer énormément. Et la pêche, c'est aussi une question de temps, hein. Quand on est à la pêche, on a surtout envie d'aller pêcher le plus vite possible, et donc on va gagner un temps de prospection absolument incroyable avec cette technologie Side. Voilà. En termes de cheminement un petit peu des technologies, de ce que tu nous expliques, le pêcheur va d'abord un peu appréhender l'environnement en Side et petit à petit se diriger vers du traditionnel. Non, j'aurais tendance à dire que c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Si on veut appréhender un sondeur dans de bonnes conditions, on va commencer par la technologie la plus simple, c'est le sondeur traditionnel. On va voir les échos, on verra s'il y a de la couleur dans les échos. On verra où ils sont positionnés par rapport à une tête de roche, on va apprendre à marquer un waypoint. Ensuite, on va utiliser le Clearview parce que c'est une technologie qui est simple aussi, hein. Ce n'est pas une technologie qui est très compliquée à comprendre. Et par contre, une fois qu'on aura bien maîtrisé cet environnement-là, on pourra passer sur le side. Le side, ça nécessite une compréhension un petit peu différente. C'est des jeux d'ombre et de lumière, on ne sait pas trop où on se positionne par rapport au bateau. Bon, ça fera l'objet d'une formation ultérieure éventuellement. Mais c'est simplement, aujourd'hui, c'est ce que je voudrais vraiment arriver à faire, c'est dire, voilà, on a plusieurs technologies, chaque technologie a une utilisation bien particulière. On ne va pas se servir du side pour aller voir du poisson, même si on le voit.
Le Sight, c'est pas fait pour ça à l'origine, c'est vraiment fait pour trouver des structures éloignées. Le Clearview, c'est fait pour comprendre son environnement, et le sondeur traditionnel pour voir le poisson. Voilà pour la gamme Striker. Ok. Du coup, on a une gamme qui aujourd'hui est très complète pour l'eau douce. Tout à fait. Pêcher dans nos lacs. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut pêcher en mer, il a besoin du coup d'un produit qui va pouvoir le guider. Si j'ai bien compris, la gamme Ecomap est la solution pour nous. Quelqu'un qui a besoin de connaître son environnement cartographique, de savoir exactement où il est par rapport à une structure, par rapport à un environnement maritime, par exemple, forcément, là, il va devoir se guider plutôt vers la gamme Ecomap. Donc cette gamme, elle est assez courte, hein, elle va d'un appareil de 6 pouces jusqu'à 12 pouces. Et les appareils tactiles, c'est justement tous ces appareils de cette gamme, 6 pouces, 7 pouces, 9 pouces, 10 pouces, 12 pouces. Là, on va pouvoir mettre une carte physique, donc véritablement, on va avoir ce qu'on appelle un combiné multifonction. On va avoir un sondeur traditionnel, évidemment, le Clearview pour la plupart du temps, parce que chez Garmin, quand on achète un pack dans cette gamme Ecomap, on va vendre forcément la sonde adaptée qui va le mieux avec le type de pêche qu'on pratique en général. Donc ce sont des appareils tactiles, donc ils sont très 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 faciles à utiliser. C'est globalement une architecture d'iPhone, hein, c'est pas plus compliqué. Celui qui sait servir d'un téléphone portable, il sait servir d'un appareil comme ça. On va retrouver les mêmes technologies, on va trouver le sondeur traditionnel, on va retrouver le Clearview, on va retrouver le Side. Mais par contre, à partir du moment où l'interface est tactile, c'est vrai que ça va être quand même beaucoup, beaucoup plus simple à utiliser. Oui, plus simple à naviguer. Voilà. Et surtout, on va pouvoir venir greffer derrière ces appareils-là pas mal de choses. On va pouvoir leur mettre des périphériques différents, on va pouvoir leur mettre des sondes plus évoluées. Pour ceux qui sont des pêcheurs de carnation en eau douce, on va pouvoir leur mettre une sonde live, par exemple. Hein, on pourra parler du LiveScope tout à l'heure. Pour ceux qui pêchent en mer le thon, on pourra leur mettre une sonde Panoptix, on pourra leur mettre ou une sonde LiveScope plus puissante. On va pouvoir venir mettre 2 appareils en réseau pour avoir un écran à l'avant, un écran à l'arrière. Donc là, on rentre déjà dans un univers qui est un petit peu plus complexe, des écrans multifonctions. Voilà. Et bon, là, on verra tout à l'heure quand on rentrera en détail sur les écrans, mais il y a des petites touches de menu raccourcis. Il y a pas mal de petites singularités sur cette gamme-là, et notamment, on a quelque chose hyper pratique qui est plébiscité par l'ensemble des utilisateurs, c'est qu'on a un système de déclipsage d'écran qui est juste génial. Hein. Je prends souvent l'exemple du gars qui pêche le carnassier en hiver sur les plans d'eau, qui a les doigts complètement gelés à la fin de sa session de pêche, quand il est obligé d'aller éclipser des fils de sonde derrière son écran ou un câble d'alim. C'est compliqué, là il a juste à faire un clic-clac, hop, ça sort, et c'est hyper pratique. Donc voilà pour cet environnement Garmin. Donc je trouve que le choix de la sélection que vous avez fait, il est complètement judicieux, hein. Ça permet d'équiper à la fois les gens qui sont des primo-accédants avec des petits budgets et qui veulent quand même avoir accès à de la technologie, jusqu'à ceux qui veulent faire évoluer leur configuration pour aller pêcher le carnassier ou alors pêcher en mer sur des bateaux plus conséquents. Donc là, tu nous as fait un petit point global un petit peu sur les gammes. Maintenant, j'aimerais me diriger sur un achat d'un appareil. Est-ce que tu peux me montrer directement sur les produits un petit peu les différentes technologies et essayer d'aiguiller un peu plus le choix du produit? Tout à fait. Donc là, on est sur un Striker 5 CV. Donc c'est un petit produit qui va, alors là pour le coup, être plébiscité par tous les gens qui ont du kayak, du flotte. C'est souvent, ils prennent souvent un écran 5 pouces parce que d'abord, ils n'ont pas forcément des budgets qui sont hyper extensibles. Mais encore une fois, ça va être des appareils qui sont très simples à utiliser, sur lesquels on a pas mal de technologies. Donc on a le sondeur traditionnel, on a le Clearview, et en fait, il suffit de se diriger avec le petit pavé pour aller sélectionner en fait, la technologie qu'on veut afficher. Là, on est en technologie sondeur traditionnelle. Là, on est sur une page combinée où il y a à la fois du sondeur traditionnel, du Clearview. Là, on est sur la page cartographie. Bon, moi, je déconseille d'utiliser des écrans partagés en 3 parce que sur un appareil de 5 pouces, finalement, ça commence à devenir un petit peu limité. Mais par contre, partager son écran sur 2 technologies, ça me semble tout à fait judicieux. Moi, j'ai une question. Quand je suis en action de pêche, Oui. je vois jamais mon leurre dans mon cône.
Est-ce qu'il y a une façon assez simple sur les écrans de visualiser directement la largeur de mon cône en fonction de la profondeur? Alors, oui, il faut en fait activer une fonction qu'on appelle le lascope. Lascope, on va aller sondeur traditionnel. On va aller dans le menu. On va aller dans les réglages du sondeur. On va aller dans l'aspect et on va aller activer lascope. Voilà. Et là, lascope, il est activé. Donc, et là, en fait, on voit, alors bon, là, on est dans un mode simulation, il y a 30 pieds de profondeur, et là, on voit une petite information tout en bas de la scope, qui est une information contextuelle. Et là, on voit 44 pieds, ça veut dire que, en gros, la couverture de notre sonde, elle est plus importante que la profondeur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si notre leurre, il est j'en sais rien, à 5-6 mètres sur le côté du bateau, on ne va pas le voir. Pour qu'on puisse voir un leurre en action de pêche, il faut qu'on soit absolument dans le cône. Donc, si le cône est très large, on va voir son leurre. Si le cône est très étroit, on aura du mal à voir son leurre. Il faudra qu'on pêche véritablement à la verticale de la sonde. Voilà. Mais la scope, moi je préconise très souvent d'activer cette fonction parce que souvent les gens me disent voilà, il y a 15 mètres de fond, 20 mètres de fond, on voit sur combien avec la sonde? Là, on a la réponse. D'accord? Cette information-là, c'est le diamètre du cône de la sonde sur le fond. Si on change de technologie, on va arriver sur le Clearview. Bon là, le Clearview, c'est pour moi comme ça, ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt sur un mode simulateur, mais véritablement, dans la réalité, quand on passe sur une tête de roche, on va bien l'avoir dessinée. Si on veut la marquer, il suffit simplement de déplacer son curseur vers la structure qu'on veut marquer. Voilà, on déplace son curseur et on appuie sur le petit waypoint, et le waypoint va aller se marquer précisément à l'endroit du curseur. Voilà. Ça permet aux pêcheurs de revenir dessus et de passer du coup en mode sondeur, si j'ai bien compris, pour voir s'il y a des poissons au-dessus de la tête de roche. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce qu'on fait dans un premier temps, c'est on marque. De toute façon, la pêche, c'est toujours la même chose. On regarde son sondeur, on regarde son écran, on voit quelque chose qui nous intéresse, on va mettre un waypoint, on va positionner un waypoint, on va marquer le point, et ensuite, on va se rediriger vers ce point. On n'arrive pas pile sur le point pour le pêcher. Ce qu'on essaie de faire, c'est arriver à une certaine distance pour pouvoir le pêcher, l'aborder en condition de pêche. Si on arrive au moteur thermique ou même au moteur électrique pile sur le point, ça n'a pas forcément d'intérêt. Alors au moteur thermique, ça va, c'est entre guillemets moins pire qu'au moteur thermique, parce qu'au moteur thermique, on fait un tel bruit que le poisson qui était là, il a disparu. Question peut-être un petit peu plus basique aujourd'hui, je vois avec mes clients, une question est récurrente, comment on interprète le fait qu'il y ait un poisson en mode sondeur, tout simplement? Alors, un poisson en mode sondeur, il va apparaître sous forme d'arc, d'accord? Des espèces de virgules, plus ou moins colorées. Ce qu'on va faire, je vais peut-être demander aux photographes de venir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les se mettre sur un écran tactile, parce que ce sera quand même beaucoup plus simple de montrer exactement ce qu'il en est. Je vais me mettre en sondeur traditionnel. Je vais changer mon mode. Voilà. On va attendre que l'écran se rafraîchisse. Donc, les icônes de poisson, enfin les arcs de poisson, ils apparaissent sous forme d'arc, d'accord? Les plus gros poissons apparaîtront toujours de la couleur de la première ligne de fond. Donc là, la couleur que j'ai choisie, c'est une couleur rouge. Donc les échos rouges épais, ce seront les plus gros. Évidemment, si on avait choisi une autre couleur de fond, comme celle-là, on a une couleur de fond jaune, les échos les plus forts, ce seront des échos jaunes. On est bien d'accord que la taille de l'arc n'a pas d'importance quant à la taille du poisson. Exactement. C'est la taille de l'arc, la taille de l'écho, ne va pas nous dire que c'est un gros poisson. Ce n'est pas parce que c'est un gros écho que c'est un gros poisson. La taille de l'écho, elle dépend uniquement d'un facteur, c'est le temps qu'a mis le poisson pour passer
dans le cône. Donc s'il est passé près du fond et lentement, il est resté longtemps, ça sera un grand écho. S'il est passé super rapidement près de la surface, ce sera un tout petit écho. Mais ça peut être le même poisson. Tant que le D'accord. poisson est dans le faisceau du sondeur, Ouais. le trait se dessine en fait. Exactement. Donc si un poisson reste tout le temps à l'écran, c'est qu'il est dans notre cône et il suit la même dérive que le Il est sous bateau. le bateau. Voilà, il suit la même dérive que le bateau. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller isoler un écho bien particulier. Donc là, je vais aller dans une fonction zoom et j'ai activé un mode qu'on appelle le mode agrandir. Je crée en fait une petite fenêtre que je vais pouvoir déplacer le long de l'écran pour pouvoir regarder un petit peu la nature des échos et savoir si vraiment il y a de la densité. Donc ça, évidemment, on ne pourra pas le faire sur les appareils non tactiles, mais sur les appareils tactiles, c'est hyper intuitif. Super. Voilà. Donc voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est la taille d'un écho, ça ne nous donne pas la taille du poisson. Ce qui va nous donner la taille du poisson, c'est la couleur. Plus ça va être rouge et plus ça va être épais, plus ce sera un gros. Donc, dans un banc de poissons, l'écho le plus épais, ce sera toujours le plus gros. C'est comme ça qu'on arrive à différencier dans un banc de perches les plus grosses. C'est comme ça qu'on arrive à différencier dans un banc de fourrage les échos de poissons prédateurs qui sont juste en dessous et qui maîtrisent le banc de fourrage. Ouais. Voilà. Le Clearview, on l'a vu tout à l'heure. Alors ce que je vais faire pour montrer, et ça sera beaucoup plus explicite, je vais aller dans une page combinée et je vais aller créer une page combinée qui correspond à mon utilisation. Ici, je vais mettre du sondeur traditionnel et ici, je vais mettre du sondeur Clearview. Terminé. Et là, on a bien la structure des fonds et on voit bien la structure des fonds et ici, on voit bien les échos. Pour ça que ce sont deux technologies qui sont complémentaires et que j'utilise très fréquemment en écran partagé. Voilà. Là, on voit bien, on a de la végétation. Ici, il faut être un peu devin pour être capable de dire sur quel type. Vraiment la différence entre les reliefs et les poissons. Voilà. Et donc, je trouve que ça, c'est une simulation qui est représentative de ce qu'on va voir véritablement quand on va arriver sur un plan d'eau et qu'on aura un petit peu de relief, un peu de végétation, des arbres, des branches, des reliefs immergés. Ce petit partage, là, tu peux nous montrer la manip que tu viens de faire là, Eh ben, en fait, je vais dans Accueil, on va dans les pages combinées. Voilà. Je veux ajouter une page combinée. Bon, là, j'ai une disposition de ce type-là, mais des dispositions, j'en ai une multitude. Je vais choisir celle qui m'intéresse. Donc, pour corser un petit peu les choses, je vais prendre celle-là. Et cette fois-ci, je veux ici avoir du sondeur traditionnel. Ici, avoir du sondeur, une autre technologie, Clearview. Ici, je veux avoir de la cartographie, une petite partie de carte. Et là, j'ai même la possibilité de redimensionner mes écrans comme je le souhaite. Super pratique. Voilà. C'est terminé. Voilà. Et donc là, j'ai ma carte, j'ai mon sondeur, j'ai mon Clearview. Si je veux avoir ma carte en plein écran, il suffit simplement de toucher l'écran et on a une petite fonction agrandissement qui est ici qui apparaît. J'ai ma carte en plein écran. Je veux revenir à ma page combinée, je reviens à ma page combinée, etc. etc. C'est toujours la même fonctionnalité. Donc en fait, c'est extrêmement simple. Très intuitif du coup. Voilà. Et si cette page-là, je trouve que c'est une page que j'utilise très couramment, et ben exactement comme quand on est dans sa bagnole et qu'on veut faire une présélection de pages audio sur son autoradio, ben en fait, on a des pages de menu raccourci qui sont ici. Et je vais mettre celle-là. Je vais appuyer sur 1. Et la page, elle est enregistrée dans la touche 1. Donc quand je vais utiliser cette page-là, ben, je la rappellerai sur la touche 1. Si j'en ai une deuxième, ben, en général, on utilise 4 pages. Hein, on n'en utilise pas 50. Bon, si on veut changer, ben, simplement on change. Il suffit de supprimer l'ancienne et de rajouter une nouvelle. Donc là, tout est personnalisable. On peut créer les pages qui nous intéressent avec les modes de vue qui correspondent à notre utilisation. Donc là, Fred, tu nous as fait des explications sur le sondeur traditionnel, le Clearview. Tu nous disais qu'il y avait d'autres technologies, on a parlé de Side aussi tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous détailler les autres technologies qui nous manquent un petit peu ?
Eh ben, on va commencer par le side, puisqu'on avait parlé du side tout à l'heure. Donc le side, on va aller dans les technologies sondeurs et on va aller choisir une des technologies. Alors là, on est en mode simulation, donc il y a toutes les technologies de Garmin, mais celle qui va nous intéresser, ça va être le side. Alors le side, on a une image qui diffère de toutes les images qu'on a vues tout à l'heure. C'est que tout à l'heure, on avait la position de notre bateau qui était plutôt sur le côté, et puis derrière, on avait un défilement de droite à gauche qui nous donnait l'historique en fait de tout ce qu'on avait vu. Là, c'est le contraire. Notre bateau, il est vraiment ici, il se déplace comme ça, et donc on a un historique qui se déplace du haut vers le bas. C'est exactement comme si on avait une lampe torche qui était sur le côté du bateau, et qu'en se déplaçant, on éclairait le fond, parce que ce qu'on cherche, c'est aller éclairer les structures qui sont sur le côté. Donc qu'est-ce que je vais faire là? Je vais arrêter mon écran, je vais remonter dans mon historique un petit peu, pour aller me mettre ici, là. Quand le bateau est passé ici, ma lampe torche, elle a éclairé une structure, elle a éclairé cette structure-là, on voit bien, il y a une partie très éclairée, et derrière, on voit bien qu'il y a une ombre qui a été projetée sur le fond. Et ce qui est intéressant avec cette technologie-là, c'est que, en gros, la structure qui a été éclairée par le faisceau lumineux, eh bien, l'ombre, elle a exactement la même forme et la même taille. Donc là, on voit bien qu'ici, il y a une échelle 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Donc là, c'est une échelle en pieds, mais ça serait une échelle en mètres, ce serait la même chose. Donc on voit bien que cette structure-là, elle fait en gros 10 pieds, donc elle fait 3 mètres de hauteur. Donc ça c'est une roche. On est passé sur le fond, il y avait une roche, et la roche, elle a projeté une ombre sur le fond, et l'ombre, elle fait 3 mètres de hauteur. Donc, si je veux marquer précisément l'endroit de cette tête de roche, je vais chercher la limite entre la zone claire et l'ombre. Je vais marquer le point, et le point, en appuyant ici, là, waypoint créé à l'emplacement précis du curseur, c'est-à-dire que j'ai projeté un point dans mon historique de déplacement, et donc forcément, le point, le waypoint va aller se mettre peut-être à 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres à l'arrière du bateau, ou 30 mètres à l'arrière du bateau. Je suis incapable de dire. Je le saurai quand j'aurai regardé ma cartographie et je verrai où était mon waypoint. En parlant de cartographie, donc là, tu viens de faire un point. Je veux aller un petit peu plus loin encore. Évidemment, là, cette structure-là, elle était dans la couche d'eau, hein, parce que ici, c'est le 0, ici, c'est la profondeur, donc cette roche-là, elle était dans la couche. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller trouver des petits bouts, des petites roches qui sont posées sur le fond. Et là, tu vois, si je mets le curseur ici, on était à une douzaine de mètres sur le côté du bateau. Donc, ce qui nous intéresse véritablement avec le side, c'est d'aller trouver des structures qui sont le plus éloignées possible de l'endroit où on est, parce que c'est des structures qui sont probablement pas très souvent pêchées. Voilà. Quand on veut sortir des sentiers battus, on passe sur des têtes de roches, on veut regarder s'il y a des roches tout autour, on utilise le side pour avoir une bonne idée de son environnement. OK ? Ok. Alors, là, j'ai fait ma prospection, tu as marqué une tête de roche un petit peu isolée, je suis un peu perdu, comment je fais pour y retourner? Est-ce que depuis ma page side, j'ai la possibilité de marquer et de m'y rendre directement? Alors, sur ta page side, c'est une très bonne question. Quand on va marquer un point, on va marquer un point fictivement, hein, on va marquer ce point-là. Voilà. J'ai la possibilité d'abord de modifier, on va appuyer sur modifier le nom. Donc si je veux marquer que c'est une tête de roche, je peux marquer que c'est une tête de roche. Si c'est une épave, je mets une épave. Si je peux modifier mon symbole, il y a toute une foultitude de symboles. Et je peux modifier ma position. Et surtout, voilà, je peux soit supprimer, soit naviguer jusqu'à. Donc si je veux naviguer jusqu'à, c'est-à-dire que si mon point il est suffisamment loin de mon bateau, en appuyant sur naviguer jusqu'à, eh bien, il va me demander si je veux faire de l'autoguidage, si je veux rallier ou je veux faire une route vert. Bon, autoguidage, ça va me faire éviter les obstacles s'il y en a. Rallier, ça va me faire une route toute droite, donc on va faire un rallier. Hein. Ouf. Ah. Et on aura une route qui aura été créée pour aller de notre position jusqu'à la position finale. Donc le cheminement est simple, je place mon waypoint, naviguer jusqu'à, ça m'emmène au point et on a une alarme d'arrivée quand on arrive à notre waypoint. Exactement. Voilà.
Pour parler d'autres technologies, tout à l'heure, on parlait de technologies plutôt destinées à la pêche du carnassier, c'est le LiveScope. Le LiveScope dont probablement tout le monde a entendu parler ou tout le monde a vu des vidéos. Mais je vais juste rappeler que cette technologie, c'est ce qu'on appelle une technologie live. Il n'y a pas d'historique. C'est ce qu'on voit à l'écran, c'est de l'instantané. C'est exactement comme si on avait immergé une caméra vidéo, sauf que c'est vraiment une technologie sondeur. Ça permet d'aller voir à l'avant du bateau, jusqu'à une distance de 35 mètres en eau douce à peu près, 35 mètres vers l'avant, 35 mètres de profondeur. Et tout ce qui se situe dans un cône de 20 degrés de large et 135 degrés d'ouverture, donc ici 135 degrés et 20 degrés de large, donc cette portion de camembert un petit peu mal coupée là, tout ce qui va passer dans ce cône-là, on va le voir. Donc s'il y a du poisson, on va les voir et on va les voir évoluer dans le temps. Donc là, je vais figer mon image. Bon, ça parle de soi-même, c'est un bus. Ne me demandez pas comment il est arrivé dans le lit d'une rivière, mais toujours est-il que, voilà, on est ici exactement, et on voit que à 30 pieds à l'avant, on a un bus. Évidemment, je peux refaire la même chose que d'habitude, hein. Je peux mettre un point sur le bus et aller marquer mon point. Mais surtout, ce qui est intéressant avec cette technologie-là, c'est que ça va nous permettre de voir si autour de cette structure immergée, il y a du poisson en circulation, et pouvoir le pêcher avant d'être dessus, avant d'être sur lui. C'est ce qu'on appelle le sharpshooting. C'est qu'on va voir, et on va les pêcher vers l'avant, on va lancer son leurre, on va voir le leurre qui tombe dans l'eau, qui descend jusqu'à la structure, et on va faire évoluer notre leurre exactement au bon niveau de la structure pour faire descendre le leurre le long des cassures. Et là, on a des attaques en direct. C'est vraiment une technologie qui est révolutionnaire et qui est redoutable pour la pêche du brochet, pour la pêche du cendre, et pas que, hein, le silure, le black bass, enfin toutes les espèces de poissons d'eau douce évidemment, mais par extension en mer, ça marche aussi bien aussi, hein, sur la dorade, sur le loup, pour vous ici, même sur le thon. Voilà. Juste une question rapide en termes de positionnement. Tu dis que pour du sharpshooting, c'est parfait. Oui. En termes de conseils d'installation, sans rentrer dans les détails, est-ce que tu conseilles d'être figé en tableau arrière, un montage sur moteur, un montage sur perche? Alors, il y a trois types possibles de montage. Bon, le montage sur tableau arrière, c'est globalement en mer. Souvent, les gens, ils ont des semi-rigides ou ils ont des coques open. Ils ne veulent pas forcément s'emmerder avec une perche. On peut la monter en tableau arrière, mais le risque, c'est qu'en le montant en tableau arrière, l'orientation de cette sonde, elle est toujours figée dans le sens de l'avancée du bateau. L'intérêt, à mon sens, de cette technologie-là, c'est de le monter sur un système mobile, genre une perche, qu'on va pouvoir orienter. Comme ça, quel que soit le déplacement du bateau, quel que soit l'axe du bateau, on va pouvoir aller regarder à 180 degrés dans un sens, 180 degrés dans l'autre, s'il y a un environnement favorable à la pêche, s'il y a du poisson. Donc moi, je conseille plutôt de le monter sur une perche. Il y a des types de pêche bien spécifiques, et là, ça se destine plutôt aux gens qui sont des spécialistes du bass. Les basseurs, ils ont plutôt tendance à faire du power fishing, ils sont tout le temps en déplacement, et eux, ils mettent leur sonde directement sur le moteur, ils sont tout le temps en déplacement, et ils balayent avec leur moteur, en fait, leur environnement. Et une fois qu'ils ont repéré un poisson dans une direction, ils lancent dans cette direction-là, et puis ils essaient d'en retrouver un deuxième, ou un troisième, ou un quatrième. Voilà. Donc là, c'est vraiment de la pêche dynamique. Et là, pour ceux qui font ce type de pêche dynamique, et j'en ai, hein, parmi nos pro-staff, on a des gens qui font ce type de pêche dynamique, c'est plus souvent des basseurs, les mecs qui sont des spécialistes du bass, et eux, ils utilisent le moteur comme perche. Tu parles de moteur. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu chez Garmin? Les écrans qui sont compatibles? Donc on a également chez Garmin une gamme de moteurs, en fait on en a deux. On a la gamme des moteurs Force, qui sont une gamme qu'on a sortie il y a à peu près 3-4 ans maintenant, qui sont des moteurs qui sont très puissants, qui sont des moteurs 24 ou 36 volts. Hein. On peut mettre une batterie 24 ou une batterie 36, et en fonction de ça, ils vont développer 80 livres de poussée ou 105 livres de poussée. Donc c'est des moteurs qui sont très puissants, qui étaient destinés à l'eau douce, avec des arbres qui étaient relativement courts. Hein. L'arbre le plus long, c'était un arbre de 150. Donc il y avait un arbre de 130 et un arbre de 150. On a sorti une nouvelle gamme de moteurs qui, cette fois-ci, est adaptée à tous les environnements, que ce soit l'eau douce ou la mer, qui s'appelle les Force Kraken. Bon, facile à retenir, le kraken, c'est un animal mythique avec des grandes tentacules. Et donc là, les arbres vont de 160 à 2,30 m. Donc, bon, ici, on est à Montpellier.
Les gens qui veulent aller pêcher le thon au Broumé, un arbre de 2,30 m, ce sera quand même vachement plus facile pour eux sur une coque open, même sur des semi-rigides pour contrer les effets de la mer, de la houle, du vent, etc. Donc ça peut être bien d'avoir des arbres quand même relativement longs. Là encore, ce sont des moteurs 24 ou 36 volts. Pour la mer, moi je conseille plutôt 36 volts, parce que ça permet vraiment d'avoir de la puissance. Et on a besoin d'avoir de la puissance en mer parce que y a du courant, il y a du vent, il y a le bateau a un peu de fardage, et donc il faut être capable de compenser ça. Et avec une 36 volts en 100 ampères, on fait une journée complète de nave à l'ancrage, pour celui qui veut pêcher au Broumé ou qui veut pêcher sur une tête de roche, aller pêcher des dorades ou des pagres ou des pêches statiques. C'est vraiment très 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 utile. Ouais, les bateaux mers ont des freins à bord assez élevés, je comprends, une longueur de perche, Ouais. des arbres de moteur assez longues. Oui. On a beaucoup de clients qui pêchent en eau douce. Aujourd'hui, une perche, vous conseillez quelle longueur pour un bateau type barque ou basse-boat? Alors en fait, c'est très simple. Il faut simplement que la sonde, quand elle est immergée, elle soit en dessous de la partie la plus basse du bateau pour pouvoir la tourner à 360 degrés. Si on veut pêcher que d'un côté, on peut avoir une perche qui fasse que 50 cm de long, mais à ce moment-là, forcément, on sera obligé de tourner le bateau et on va se focaliser sur 180 degrés de chaque côté du bateau. Donc dans l'idéal, si vraiment on veut avoir une optimisation de la perche, il faut prendre une perche suffisamment longue pour pouvoir tourner sous le bateau et l'orienter, même dans le sens de la quille du bateau s'il y a une quille. De toute façon, on va pas avoir de zone d'ombre. C'est ça, c'est ça. Voilà. Je reviens un petit peu au LiveScope quand même, parce que je trouve que c'est une technologie qui est fort intéressante. Donc là, on a parlé de la vue, d'une vue bien particulière, qui est une vue qui va servir pour le sharpshooting, pour une pêche vers l'avant. Mais on a la possibilité de manière logicielle, sans intervenir sur la sonde, donc dans les réglages du sondeur, dans l'installation et dans l'orientation, on va la mettre vers le bas cette fois-ci. Et là, pour tous ceux qui pêchent le cendre en vertical, le silure en vertical, voilà, ils vont pouvoir voir leur leurre qui va descendre, et puis ils pourront suivre exactement le sens du relief. Là, on voit un petit poisson qui est en train de se déplacer sur le côté. Et donc ça, c'est une vue qui est extrêmement intéressante pour tous ceux qui sont des adeptes de la pêche verticale. Ici, on a une portée vers l'avant, une portée vers l'arrière, et là, on voit bien l'axe de notre perche. Par rapport à l'axe du bateau, notre perche, elle est plutôt orientée voilà, un petit peu vers l'arrière. Donc, cette partie-là, c'est cette partie-là, et cette partie-là, c'est cette partie-là. Donc, une fois qu'on a bien compris comment fonctionnait la sonde, on a bien compris les orientations, bon, après, c'est hyper simple, et on pêche en fermant les yeux, pratiquement. En termes de réglage, est-ce qu'il y a des choses à savoir? Est-ce que globalement, les réglages, on va dire, automatiques suffisent? Alors, Est-ce que tu conseilles? sur le live, le réglage automatique ne suffit pas. C'est une technologie où on va être capable d'aller chercher des poissons plus ou moins gros à une distance plus ou moins importante. Donc il est évident que si on va chercher un poisson qui fait 50 cm à 30 mètres, on va être obligé de mettre de l'intensité sur les échos. Et à ce moment-là, on va rentrer dans les options, dans les réglages du sondeur. Et on va aller notamment dans ce qu'on appelle l'aspect. Et là, il y a deux choses. Il y a la couleur de sensibilité. La couleur de sensibilité, c'est un réglage qui va permettre de mettre de l'intensité. On voit qu'on fait rayonner l'écran. Ça permet de mettre plus d'intensité sur les écrans. Donc, forcément, on met beaucoup de lumière. Donc, on fait rayonner le fond, mais on va faire rayonner tous les petits échos. Et on a un deuxième réglage qui est la couleur limite, qu'on va pouvoir monter pour faire disparaître les échos les plus faibles et ne garder que les échos les plus forts. Là, on fait le tri entre les gros poissons et les petits poissons. Et là, on fait le tri entre les gros poissons et les... un énorme poisson qui passe. Voilà. Et donc ça, évidemment, on va plutôt se servir de ces réglages-là quand on fait de la pêche à moyenne portée ou à longue portée, parce qu'il est évident qu'au milieu d'un banc de perche, trouver un cendre ou un brochet qui fait que 2 fois la taille des perches, on va être obligé de mettre plus d'intensité sur le brochet. Et là, on va rentrer dans des réglages. Mais déjà, avec les réglages de base, quand on fait de la pêche et de l'apprentissage de la pêche, on commence par utiliser les réglages de base. Et ensuite, on va commencer à rentrer dans les détails. Alors, il y a des groupes sur aujourd'hui Facebook. La personne qui utilise ce type de sondeur ou de technologie, il va aller chercher des renseignements à droite à gauche. Et il y a un groupe qui s'appelle Garmin Sondeur France,
c'est un groupe autonome, hein, c'est pas géré par Garmin, c'est géré par des utilisateurs et les informations sont apportées par des utilisateurs. Donc quand on pose des questions à des passionnés, ben, ils répondent, ils prennent le temps de répondre et je trouve que c'est un très très bon groupe. Moi j'interagis uniquement quand on arrive dans des situations de blocage où il y a des questions auxquelles bah, il y a un doute, personne n'arrive à répondre, à ce moment-là moi j'interviens. Mais aujourd'hui il y a quand même beaucoup de moyens quand on veut s'informer sur ce type de technologie. Enfin, je vais revenir au réglage de base, hein, parce que sinon, pour la sensibilité, je vais revenir un peu. Voilà. Et une dernière petite vue, là, pour le coup, qui nécessite d'intervenir physiquement sur l'appareil. C'est ce qu'on appelle une vue perspective. Et donc, au lieu d'avoir un faisceau directionnel de 30 degrés, bah là, on va basculer la sonde physiquement. Et donc, on va avoir un faisceau qui va être très pincé, mais par contre, on aura une très très grande ouverture. Donc là, on aura 135 degrés. Et moi, je m'en sers beaucoup quand je fais des pêches de plage, des pêches de bordure, où je m'approche à 10 mètres, 15 mètres du bord, et je veux savoir s'il n'y a pas un banc de perche qui est en train de se balader dans 1 mètre de flotte. Et là, on voit le banc de perche qui évolue, et ça permet de lancer en amont du banc ou en aval du banc, parce que souvent, les grosses perches, elles ne sont pas au milieu des petites, hein. Elles sont soit devant, soit derrière. Et donc, on les voit bien, on les isole bien, et ça permet d'être sélectif dans notre pêche. Donc Fred, tu nous as fait une présentation du LiveScope. Est-ce que c'est une technologie en plus? Est-ce que ça vient remplacer ma sonde tableau arrière? Et j'irai même plus loin, en termes de connectique, est-ce que j'ai la place sur mon Ecomap? Est-ce que je vais pouvoir mettre ma LiveScope en plus de ma sonde tableau arrière? Est-ce que tu peux m'éclairer un peu plus à ce sujet-là? Oui. Donc, la technologie LiveScope, c'est une technologie à part entière, hein, c'est effectivement une technologie additionnelle. En fait, c'est constitué d'une box, d'une black box, hein, une petite boîte noire, qu'on va alimenter à part. Et ensuite, il y a le câble de sonde. Et pour relier cet ensemble à l'appareil, il y a un câble Ethernet, hein, un câble RJ45, qu'on va venir connecter derrière les comaps. Alors, pour répondre à ta question, oui, il y a une prise Ethernet derrière les appareils Ecomap. Il y en a même 2 derrière les Ecomap Ultra, les 10 pouces et les 12 pouces. Ça permet notamment de mettre 2 appareils en réseau, et donc un appareil relié avec un câble Ethernet à un deuxième appareil, et puis un deuxième câble Ethernet jusqu'au LiveScope. Donc il y a suffisamment de prises pour alimenter un LiveScope. Et par contre, dans le cadre de mes formations, j'insiste beaucoup sur le fait que le LiveScope ne remplace pas, à mon sens, les autres technologies. C'est une technologie qui est complémentaire encore, hein. Donc c'est bien d'avoir du sondeur traditionnel, c'est bien d'avoir du Clearview, c'est bien d'avoir du Side. C'est pas parce qu'on a une LiveScope qu'il faut supprimer toutes les autres technologies. Je le vois faire de temps en temps, et à mon avis, c'est une énorme erreur. Je dis, moi, comment est-ce que je me sers du LiveScope? Je me sers du LiveScope une fois que j'ai bien compris mon environnement. Donc, j'ai recherché mes structures avec le Side. J'ai retrouvé une structure en plein déplacement à 3, 4, 5 km/h. Elle était à 50 mètres sur le côté. Je m'y déplace, et avant d'y arriver, je vais utiliser le Live. À ce moment-là, je me mets à l'ancrage au moteur si j'en ai un, et je balaye ma structure et je la pêche. Mais c'est une technologie complémentaire. À mon sens, avoir uniquement le Live à bord et supprimer les autres en se disant bah, finalement moi je ne pêche plus qu'au Live, c'est une erreur. Voilà. Du coup, oui, alors on a compris que le boîtier était alimenté séparément, hein. On a le sondeur qui lui est alimenté par une batterie, Oui. Lui a besoin d'être alimenté séparément. Tu peux l'alimenter sur la même batterie que le sondeur. Ouais. Simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a à bord d'un bateau, on a une batterie qui alimente un moteur ou un moteur électrique. On essaie d'éviter de mettre le sondeur ou la Live sur l'alimentation du moteur électrique ou même du moteur thermique. Parce qu'à chaque fois qu'on va démarrer son moteur et qu'on va mettre un coup d'intensité, les appareils, eux, ils vont choper une flopée de parasites. Et donc, c'est pas que ça risque de nuire au fonctionnement physique de l'appareil. Mais par contre, à la lecture de la sonde, on va avoir des salves de parasites. Et ça, par contre, ça nuit à la lecture. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'avoir une batterie pour tout ce qui est organes de puissance, le moteur, le moteur électrique, et une batterie dédiée à l'électronique en elle-même. Voilà, ça c'est mes recommandations pour l'utilisation sur un bateau. Donc voilà, donc chez Garmin, en gros, hein, dans l'environnement pêche,
on a de quoi satisfaire à peu près tous les types de pêcheurs, que ce soit le primo-accédant, le mec hyper pointu qui pêche le carnassier, qui pêche en mer. Et encore, je n'ai pas parlé de tout l'environnement nautique de Garmin. Évidemment, pour celui qui fait de la navigation en mer, on va être capable d'utiliser des radars pour voir des chasses d'oiseaux, on va utiliser des pilotes automatiques pour faire de la navigation lointaine. Enfin, il y a toute une multitude de fonctionnalités et d'appareils pour enrichir l'environnement Garmin. On n'a pas parlé beaucoup de la cartographie, parce que ça se destine essentiellement aux ceux qui font de la navigation mer. Mais en deux petits mots, quand on parle de cartographie chez Garmin, on a deux types de cartographie. On a la cartographie classique, hein, qui est la cartographie Une carte de navigation. voilà, classique. de navigation. Je vais aller d'un point A à un point B, je mets mon point de destination et j'appuie sur autoguidage et il va me calculer une route. Hein, ce n'est pas une ligne droite, c'est une route sûre, c'est une route d'évitement. Hein. Ça me permet d'aller d'un point A à un point B en toute sécurité. Donc on aura ça sur toutes les cartes de navigation. On va annuler l'autoguidage, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On a une deuxième carte qui s'appelle la carte de pêche. Comme son nom l'indique, plutôt destinée à la pêche, beaucoup plus d'informations sur les lignes de sonde. Et là, on voit bien, les lignes de sonde sont bien enrichies. Donc quand on est pêcheur, on sait bien que ce que recherche le poisson, c'est des zones de rupture. C'est les zones où les lignes de sonde sont les plus rapprochées. Et donc, au premier coup d'œil, on va voir tout de suite que là, on a une cassure parce qu'il y a beaucoup de lignes de sonde qui sont très rapprochées. Donc peut-être que c'est intéressant d'aller prospecter dans cette zone de cassure. Moi, en tout cas, si je devais essayer d'aller repérer du poisson, j'irais suivre cette zone de cassure et regarder un petit peu s'il y a des endroits où ça retient le poisson. Et on a un troisième type de carte, alors qu'on va avoir uniquement si on prend le haut de gamme chez Garmin, qui s'appelle la Garmin Navionics Vision. Et on a ce qu'on appelle l'ombrage du relief. Et là, ça se passe de commentaires. Hein. On a une idée de notre relief qui est quand même très très précis. On voit que le bateau il est situé sur un plateau et on voit bien toutes les bordures du plateau. Donc là, quand on est pêcheur, ça nous parle tellement qu'on sait qu'on va aller pêcher vraiment soit les zones d'accélération de courant entre deux plateaux où ça va créer des zones de jus, ou alors on va pêcher simplement les petites bordures ou les petites têtes de roche qui sont bien isolées. Et là, on les voit. C'est visible. C'est visible comme le nez au milieu du visage. Donc là, au-delà d'un outil de navigation, c'est presque aussi un outil de prospection. La carto, on va au-delà de la navigation, quoi. C'est ça, on va au-delà de la navigation. D'ailleurs, moi, encore une fois, pour faire de la navigation, j'utilise la carte de nav. Il y a suffisamment d'éléments pour naviguer, mais il n'y en a pas trop pour masquer des éléments qui sont importants. Une petite tête de roche, toute petite, bien isolée. Et par contre, quand je veux aller à la pêche, je me sers de cette cartographie-là ou de la carte pêche carrément. Celle-là pour savoir, pour me guider un petit peu mieux, et puis la carte pêche pour avoir bien les lignes de sonde qui sont bien précises. Alors ça, c'est des cartes là, qui me paraissent formidables pour nos clients pêcheurs et nos équipes qui sont des pêcheurs passionnés. Je rappelle que sur les strikers, on ne peut pas mettre ces cartes-là. Non. Par contre, il y a une question qui me vient là, c'est est-ce que ce genre de détail, on l'a pour les lacs intérieurs? Alors, on a une carte bien spécifique qui s'appelle la carte France eau intérieure. Et une bonne partie des grands lacs ou des plans d'eau sur lesquels il y a de la grosse navigation, il y a de la bathymétrie qui a été faite. Je ne parle pas des petits étangs locaux, hein, je parle des grands lacs, hein, Vassivière. Ici, vous avez le Salagou, tout ça, il y a des informations. Mais tous les. Bathymétrique. Ouais, uniquement bathymétrique. Voilà. Bathymétrique, ça marche. Je m'aperçois que nos clients ne savent pas trop comment alimenter en fait, ces engins. On sait que c'est du 12 volts pour alimenter un sondeur. Aujourd'hui, beaucoup de clients font l'erreur de prendre une batterie premier prix 7 ampères qui est à plat en 3 heures avec un 5. Donc, quelles sont vos préconisations en termes de batterie pour alimenter ces engins? Franchement, sur un petit striker, une batterie 7 ampères, ça peut le faire, mais tu prends une batterie 15 ampères ou 20 ampères, tu fais ta journée complète. Sur un EcoMap où le rétroéclairage va être plus important et sur lequel on va être susceptible surtout de mettre de la technologie, on va être capable de mettre du LiveScope, tout ça, ça va consommer. Et là, il vaut mieux mettre une
une 50 ampères, ça assure allez, une très très grande journée, voire 2 jours de navigation, quoi. Il ne faut pas y mettre Non, faut pas mettre une toute petite batterie. La toute petite batterie, c'est appareil d'entrée de gamme, technologie simple, avec un rétroéclairage qui est pas, les appareils sont pas hyper lumineux, hein. Donc là, ça consomme pas énormément. Par contre, dès qu'on va commencer à rentrer dans des appareils comme ça, avec un rétroéclairage qui est puissant, qui va permettre, même en plein soleil, d'avoir une bonne visibilité sur les écrans, voilà, il faut pas lésiner sur la batterie. Dernier point avant qu'on fasse une petite clôture de cette formation. Sur la gamme EcoMap, je voudrais insister quand même sur un système qui est hyper pratique. C'est le système de déclipsage des écrans. Hein, tout à l'heure, j'expliquais que ce n'est pas toujours simple quand on est à la fin d'une navigation et qu'on a les doigts gelés parce qu'il faisait vraiment pas chaud pendant la journée. Aller défaire son câble d'alim, son fil de sonde, c'est pas super simple. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais appuyer sur ma petite molette. Hop. Voilà. Ça, je vais mettre mon petit capot de protection, je vais mettre ça dans mon sac. Et on a une petite fiche. On a une petite fiche qui est toute simple, hein, que je vais venir enclipser sur la connectique, là, pour la protéger. Et on n'a rien d'autre à faire que de couper sa batterie si on a besoin de couper sa batterie. Et le lendemain matin, quand on revient, on prend son écran, on remet son écran en place. Voilà, on met son écran en place. Et voilà, et il est allumé. Donc ça, c'est un système qui est une spécificité de Garmin sur la gamme EcoMap. Et c'est juste génial, hein. Franchement, quand on a goûté à ça, c'est super pratique. C'est super pratique. Voilà. On arrive de la pêche, on déclipe. Voilà, moi on me demande souvent pourquoi Garmin plutôt qu'un autre. Alors bon, la technologie, le machin, mais moi, ce que j'ai découvert chez Garmin, c'est il y a de la technologie, mais elle est facilement accessible. C'est-à-dire qu'on va être capable de l'utiliser. Garmin, c'est les spécialistes de l'environnement tactile, des interfaces. Il ne faut pas oublier que Garmin, c'est pas que la marine, hein. C'est les mondes connectés, c'est le vélo, c'est l'automobile, c'est l'aviation. Donc ils ont l'habitude de travailler sur les interfaces. Quand il y a une interface qui n'est pas ludique, les gars, ils nous le disent tout de suite, elle n'est pas ludique, changez-la. Et là, on a des appareils qui sont hyper simples à utiliser. Voilà. Moi, j'aurais tendance à dire, on a de la technologie, mais surtout, vous allez pouvoir l'utiliser parce que c'est simple. Ouais. Fred, je te remercie. Je t'en prie. C'est formidable cette formation. Ryan, je te remercie aussi. Avec plaisir. On aura peut-être l'occasion de se rencontrer pour développer d'autres sujets. Très certainement. En tout cas, c'était un plaisir de répondre à cette invitation. Et puis, on essaiera de faire vivre la gamme et de continuer à vous former quand il y aura besoin de le faire. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.